Vas-y. Ok. Bon, donc je vais traiter aujourd'hui de la question des colites infectieuses graves. Et je vais commencer par une petite vignette clinique, comme Eric Maury. Donc, vous avez un patient de 60 ans qui a comme principal antécédent une leucémie aiguë myéloïde allogreffée, chez qui a été diagnostiquée une infection fongique grave, une mucormycose. Le patient présente un tableau respiratoire d'hypoxie, la 88 de SAT sous 3 litres. Il est hémodynamiquement stable, somnolent, et il est en aplasie dans ce contexte avec 0,15 giga de leucocytes. Voici sa radio de thorax. Et sur la radio de thorax que l'on a regardé, le patient est rentré vers 6 heures du matin sur une fin de garde en réanimation, un examen clinique rapide mais probablement pas complet. Ça, c'est la radio qu'on voit au staff. Et on constate quand même qu'il y a une dilatation aérique importante au niveau colique. Et donc, on retourne l'examiner après le staff et on constate qu'il a une sensibilité de l'abdomen au niveau côté droit avec une diarrhée non sanglante et de la fièvre. Est-ce que vous avez des hypothèses? Donc, ce patient qui a une leucémie aiguë myéloïde allogreffée, qui a 0,15 giga de blanc, qui a une diarrhée non sanglante et fébrile. Vous avez sûrement réfléchi un petit peu. Je vous propose un certain nombre d'hypothèses à traiter. Colite ischémique, parce que toute pathologie aiguë intestinale est d'origine ischémique jusqu'à preuve du contraire. Des colites infectieuses, notamment colite à Clostridium difficile, on est dans un contexte nosocomial. Une colite neutropénique, il a 0,15 giga, une colite ACMV, il est immunodéprimé. Et pourquoi pas une GVH digestive, puisque ce patient est allogreffé. Alors, on lui fait une échographie de l'abdomen. Et ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la main qui circule sur mon écran. Oui. Ouais, vous le voyez. OK, là, on visualise l'intestin. C'est donc le côlon droit, avec une lumière qui est blanche ici, une paroi qui est épaissie. Je fais une petite boucle vidéo pour s'en rendre compte. Donc ça, c'est la paroi qui est relativement épaissie. Et donc, on a un aspect évocateur d'un épaississement colique qui suggère une colite. Alors, ça ne nous avance pas forcément beaucoup plus. En tout cas, il a une diarrhée fébrile avec épaississement colique. On est donc sur un diagnostic de colite. On lui fait une copro. À la recherche de Clostridium difficile, on nous répond il y a du Clostridium puisqu'il y a de la glutamate déshydrogénase, il n'y a pas de toxine et on retrouve un Escherichia coli BLSE. Que faites-vous? Et notamment, est-ce que vous traitez le Clostridium? Et d'autre part, qu'est-ce que vous faites comme exploration paraclinique, comme exploration pour aller un peu plus loin sur ce diagnostic de colite? Alors, le Clostri, on en trouve, mais en fait, c'est un Clostridium non toxinogène, hein, puisqu'il n'y a pas de toxine, donc il ne faut pas en tenir compte. Et concernant le bilan, l'exploration, en tout cas, à titre personnel, je pense qu'il ne faut pas faire d'endoscopie digestive dans ce contexte, puisqu'on n'a pas exclu une colite neutropénique avec un risque de perforation, et donc il faut aller plus loin avec un scanner. Alors, donc, pas de traitement du Clostridium, pas de coloscopie, on fait un scanner sans puis avec injection de produit de contraste. Le scanner retrouve des arguments pour une colite neutropénique avec un épaississement, c'est ce qu'on voyait en échographie, un épaississement de la paroi ici du côlon droit. La colite neutropénique, on l'appelle également la typhlite. Hein, c'est une inflammation ou une séquite, une inflammation du bas-fond sécal. Pour une raison encore indéterminée, les colites neutropéniques sont très souvent présentes essentiellement dans le bas-fond sécal et le côlon droit, et elles peuvent éventuellement avoir une extension plus complète de type pancolique. Voilà, donc on retient un diagnostic de colite neutropénique. Le patient va être mis sous antibiothérapie à large spectre dans ce contexte nosocomial pour couvrir les bacilles gram négatifs, les anaérobies, les entérocoques. Il va y avoir une mise en place de flagyles. Là, c'était discuté avec les collègues d'hémato. C'était plus à viser décontamination intestinale et non pas pour traiter un clostridium, puisqu'il n'a pas de clostridium toxinogène. On va le laisser à jeun, on va le mettre en nutrition parentérale et puis une surveillance médico-chirurgicale. Voilà, donc après cette vignette un petit peu de description, on va faire le topo en plusieurs parties. Le premier élément qui me semble important, c'est le diagnostic différentiel. L'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est colite infectieuse grave, mais
Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas certain qu'il s'agisse d'une infection colique. Et il va donc falloir évoquer de façon systématique face à une colite aiguë, d'abord le diagnostic de colite et ensuite son mécanisme. Et le diagnostic de l'infection, c'est un diagnostic qui n'intervient que dans le cadre d'une démarche globale. Et je pense que un ordre qui paraît raisonnable pour évoquer les causes, c'est celui-ci. D'abord évoquer une cause ischémique, puisque toute colite est ischémique jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'urgence éventuellement de la revascularisation. Infectieuse, bien entendu, des causes immuno et des causes toxiques. Et si on veut détailler un petit peu, dans les atteintes coliques ischémiques qui peuvent s'intégrer plus globalement dans une ischémie mésentérique aiguë, il faut distinguer les formes occlusives ou non occlusives. Dans les colites infectieuses, il y a 4 contextes qu'on va développer ensuite pendant ce topo. C'est la diarrhée, la colite infectieuse communautaire, la colite à Clostridium, ou colite nosocomiale, la colite neutropénique et la colite ACMV. Dans les causes immuno qui peuvent générer des tableaux de colite aiguë, bien entendu, il y a les maladies spécifiques de l'intestin, les maladies auto-immunes type MICI, Crohn et rectocolite hémorragique. Il y a également les atteintes liées à la GVH ou les complications des nouveaux traitements, des nouvelles immunothérapies anti-PD1, par exemple. Et bien entendu, on a des causes toxiques, toxicité des INS ou chimiothérapie au 5-FU, par exemple, avec une aggravation dans le cadre de déficit enzymatique. Voilà, donc notre topo il va se focaliser sur ce deuxième item, les colites infectieuses, mais il est important que vous ayez en tête les différents cadres nosologiques. La démarche diagnostique doit être progressive et voici une proposition. On commence bien entendu par des éléments cliniques avec des symptômes ou des signes. La recherche d'une douleur abdominale colique, c'est une douleur typiquement abdominale qui est en cadre, qu'on peut suivre à la palpation, douleur en cadre, associée à une diarrhée. Les douleurs sont souvent calmées par l'émission de sel et de gaz. La diarrhée, il faudra la caractériser pour distinguer une diarrhée aqueuse d'une diarrhée glaireuse ou d'une diarrhée sanglante. On recherchera des signes d'hémorragie digestive basse. L'abdomen aigu, c'est un signe plus général avec des anomalies d'augmentation de volume de l'abdomen douloureux et éventuellement une élévation de la pression intra-abdominale. Donc, face à ces symptômes ou ces signes à l'examen clinique, il va falloir évoquer un certain nombre d'hypothèses en reprenant les antécédents du patient et en reprenant le contexte. Est-ce qu'on a une MICI connue? Est-ce qu'on a des arguments pour évoquer une cause ischémique, une cause toxique? Est-ce qu'on peut évoquer une GVH sur l'existence d'une atteinte cutanée hépatique intestinale, voire une MAT? Et on pourra, dans le contexte, et on le reverra juste après, dans le contexte de diarrhée communautaire, faire des analyses de coproculture. Et dans le contexte nosocomial, on recherchera non pas une copro à la recherche des germes entéro-invasifs, mais une recherche de toxines. Ça, je vais en parler un petit peu après. Chez les patients immunodéprimés avec des déficits immunitaires sur les lymphocytes T, notamment, on recherchera des infections ACMV. Au-delà de cet examen clinique et de la coproculture, je pense qu'en réanimation, on peut éventuellement s'intéresser à des signes d'appel échographique faits par le réanimateur ou par le radiologue qui va mettre en évidence des anomalies de la paroi intestinale avec des épaississements de la paroi, du côlon, une augmentation du diamètre de l'intestin globalement, des anomalies du contenu, on peut visualiser de la diarrhée par exemple, ou d'autres anomalies type présence d'acide ou présence d'air dans la paroi. Tous ces éléments, c'est des éléments de suspicion, mais qui vont nécessiter une confirmation. Et c'est là qu'interviennent deux examens importants, soit le scanner abdominopelvien, qui va permettre de distinguer des ischémies mésentériques, des infections coliques, et éventuellement une rectosig ou coloscopie, si vous évoquez des causes particulières, confirmer une maladie Crohn ou rectocolite, rechercher une GVH pour faire des biopsies, et éventuellement confirmer une colite bactérienne ou une colite ACMV avec des biopsies. Ça, c'est la démarche diagnostique. Et enfin, il y a 4 cadres nosologiques et la suite de mon topo va être à la description de ces 4 cadres, les uns après les autres. Premier contexte, c'est la colite aiguë bactérienne communautaire. C'est le patient qui se présente aux urgences avec un tableau de diarrhée aiguë, fébrile, hémorragique ou non.
C'est dans ce contexte de diarrhée communautaire du patient qui se présente aux urgences ou qui se présente en maladie infectieuse, c'est là qu'il va falloir faire les coprocultures et qu'il va falloir rechercher en particulier 5 bactéries, dont la plus fréquente est le Campylobacter. Les coprocultures, elles n'ont d'intérêt essentiellement que dans le contexte de diarrhée communautaire. On va voir qu'elles ont très peu d'intérêt quand on les fait en contexte nosocomial et qu'elles sont quasiment toujours négatives quand on les dose, quand on les recherche en réanimation. Donc les copros, les indications, c'est le syndrome dysentérique communautaire qui amène à l'hôpital ou un symptôme, un syndrome clinico-biologique évocateur d'un SHU typique, syndrome hémolytique et urémique. Il faudra faire des copros en recherchant systématiquement 5 bactéries, Salmonelle, Shigella, Yersinia, Campylobacter et Escherichia coli. Je vais dire un petit mot rapide pour chacune de ces bactéries. La plus fréquente parmi ces 5, la plus fréquente des causes de colite infectieuse communautaire, c'est le Campylobacter. Et la particularité du Campylobacter, c'est que cette diarrhée est assez fréquemment associée par la suite à des anomalies neurologiques de type notamment syndrome de Guillain-Barré. La salmonelle, cause de salmonellose, eh bien, la salmonelle est associée à un syndrome dysentérique et une des particularités de cette bactérie, c'est qu'elle est fréquemment associée à une diffusion hématogène et on a régulièrement l'identification de la salmonelle, non pas seulement sur les copros, mais également dans le sang, avec des bactériémies et on a des complications hématogènes à type de méningite endocardite. Donc, importance des hémocs dans ce contexte. La Shigella, une des particularités de la Shigella, c'est qu'elle a un tropisme particulier pour le rectum et le côlon gauche et qu'elle est plutôt sur un mode de diarrhée hémorragique, si bien qu'assez fréquemment, on dit que la Shigella, elle mime une rectocolite hémorragique sur le caractère atteinte gauche et atteinte hémorragique. Et le pendant de la Shigella qui mime la RCH, c'est la yersiniose, le Yersinia, qui lui a plutôt tendance à mimer la maladie de Crohn, puisqu'elle a une atteinte préférentielle à droite avec une iléocolite, et c'est le diagnostic différentiel du Crohn. Le coli, enfin, vous savez que l'Escherichia coli est recherché, notamment est impliqué dans les syndromes hémolytiques et urémiques, dans les SHU typiques, et on pourra rechercher différents sous-types d'Escherichia coli, entéro-hémorragique, entéro-invasif, entéropathogène, entérotoxinogène. Il y a des aspects scanographiques qui ont été décrits sur les atteintes de colite à Escherichia coli. En échographie, la colite infectieuse est souvent associée, comme on voit ici, à un épaississement important du côlon. Vous avez ici la lumière qui est virtuelle. Là, c'est la paroi qui va ici de là jusqu'au milieu. Vous avez la musculaire ici qui est épaissie en noir, la sous-muqueuse et la muqueuse qui est épaissie. Et si je fais une petite boucle vidéo, on voit ici que vous avez un aspect en double rail qui correspond à un épaississement colite. Donc ça, c'est évocateur d'une colite. Et dans le cas particulier de ce patient, on avait enchaîné avec une endoscopie digestive qui montrait un aspect ici d'érosion, d'ulcération. Les copros, quand je vous dis que les coprocultures, il faut les faire chez les patients qui arrivent à l'hôpital, mais il ne faut pas les faire une fois qu'ils sont hospitalisés depuis quelques jours. Et ça c'est un travail qui avait regardé l'intérêt des résultats, de faire des coprocultures. Eh bien, les résultats étaient négatifs dans 85 à 100% des cas. Vous voyez ici, c'est le pourcentage, et je regardais donc ici l'échelle, c'est de 80 à 100%. Donc, on est vraiment tout en haut. Vous voyez qu'on est entre 85% de négativité, c'est en noir, jusqu'à 100% dans certains cas. Les deux services où les copros sont les plus intéressants, les plus informatifs, le plus souvent positifs, c'est les urgences et le service de maladies infectieuses. Et si on regarde le pourcentage de coproculture à la recherche de salmonelle, Shigella, Yersinia, etc. en réa, c'est 100% de résultats négatifs. En fait, c'est 99,5%. Et ils avaient regardé, pour s'amuser dans ce travail, sur 36 000 patients admis en réa. Eh bien, il y avait 6% de patients avec de la diarrhée, finalement 3 000 coprocultures analysées en réa. Quand on regarde les résultats, il y a 0,16%, c'est-à-dire 4 cas positifs pour Campylobacter, 2 cas pour salmonelle et aucun pour Yersinia. Donc clairement, les copros faites en réa sont toujours négatives. En revanche, en réa, il faut faire des recherches de Clostridium et dans cette série, le Clostridium était présent dans 8% des cas.
Voilà, donc le message, c'est la coproculture à la recherche de 5 bactéries. On l'a fait dans le contexte de diarrhée communautaire. À l'hôpital, c'est différent. C'est le deuxième cadre que je voulais détailler. C'est la colite aiguë bactérienne nosocomiale, pour laquelle on va devoir évoquer en premier lieu le Clostridium difficile, Klebsiella oxytoca un peu plus rarement. Et dans ce contexte, encore une fois, pas de copro. Alors, colite pseudomembraneuse et colite à Clostridium difficile, c'est presque synonyme. Dans la plupart des cas, quand on voit des fausses membranes, on retrouve du clostri. On peut trouver parfois d'autres bactéries, notamment des salmonelloses. Et on a parfois des clostris qui n'ont pas de fausses membranes. C'est un peu compliqué. L'épidémiologie du Clostridium difficile en réanimation est en augmentation. Alors, il est en augmentation. On n'a pas exclu que cette augmentation soit liée à un meilleur diagnostic des colites. En tout cas, le Clostridium est la première cause de diarrhée nosocomiale, alors que le Campylot est la première cause de diarrhée communautaire. La physiopathologie du Clostridium difficile, c'est une sélection de bactéries, dans la plupart des cas, qui fait suite à une antibiothérapie. Alors, les classes les plus souvent retrouvées, c'est Clinda, C3G et quinolone. De plus en plus de données suggèrent que la prise d'IPP favorise l'infection à Clostridium, puisque la modification, l'élévation du pH gastrique pourrait favoriser la transmission des spores. Et puis, les Mickey sont une cause classique. Les poussées, notamment de Mickey, sont un contexte dans lequel on a assez fréquemment des infections à Clostridium. Et d'ailleurs, c'est systématiquement recherché pour faire la part des choses entre une poussée de la maladie ou une surinfection à Clostridium difficile. La topographie, eh bien, elle est relativement variable. Vous voyez que autant la colite neutropénique touche le bas foncécal presque toujours, autant la colite à clostri peut toucher à peu près tous les segments de l'intestin et on peut avoir des formes de type pancolite. L'histoire naturelle des infections à Clostridium, eh bien, dans 90% des cas, la première poussée est traitée par antibiothérapie avec succès. Donc, on considère que dans 10% des cas, il y a une récidive. Et malheureusement, quand il y a une récidive, en général, on est de moins en moins efficace avec de plus en plus de récidives ultérieures. L'élément du diagnostic, c'est un élément qui est important. Finalement, le diagnostic d'infection à Clostridium sera évoqué chaque fois que vous êtes face à une diarrhée dans un contexte nosocomial. L'étape se fait en général en 2 temps. La première va consister à mettre en évidence la présence de la bactérie, en tout cas du Clostridium difficile dans les selles avec la positivité de l'enzyme GDH. Et dans un second temps, on identifie les sous-types toxinogènes avec en général une technique ELISA qui met en évidence la présence de la toxine, voire des techniques par PCR. Les Clostridium non toxinogènes ne sont pas pathogènes et ne sont pas traités, bien entendu. La coloscopie, quand on en fait une, eh bien, on voit un aspect jaunâtre avec des fausses membranes qui ne se décollent pas. La colo, elle est très informative. En revanche, elle n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, quand les gastro-entérologues viennent faire des examens en réa qui tombent là-dessus, ils sont en général pas contents parce que ça va impliquer ensuite de faire une décontamination de toute leur colonne d'endoscope. Donc, clairement, c'est un diagnostic biologique. L'échographie, est-ce qu'elle est intéressante pour diagnostiquer le clostri? Oui, enfin en tout cas, je pense que oui. Il y a de plus en plus de données sur l'utilisation de l'échographie à visée l'échographie intestinale chez le patient adulte pour diagnostiquer. Il y a des signes qui ont été identifiés, notamment l'épaississement de la paroi ou l'aspect en double anneau. Là, je vous ai montré une coupe, par exemple, où on voit la double anneau, l'anneau extérieur qui correspond à l'épaississement de la musculaire, et puis l'anneau interne ici qui correspond à la muqueuse et à la sous-muqueuse. Voilà. Là, on voit bien l'aspect vraiment très épaissi d'une colite à Clostridium. Le scanner est associé à des signes assez pathognomoniques de diagnostic de colite à Clostridium, et notamment cet aspect ici en accordéon, avec un épaississement très important de la sous-muqueuse. Vous voyez ici un aspect en accordéon, avec une sous-muqueuse ici et une muqueuse qui prend le contraste. Donc le scanner est un signe, enfin il y a des signes scanographiques quasiment, le radiologue peut vous dire au retour du scanner que votre patient a très probablement une colite à Clostridium difficile.
Il y a des scores de gravité, puisque toutes les colites à Clostridium n'évoluent pas de la même manière. Le risque de la colite à Clostri, c'est ce qu'on appelle la colite fulminante, et il y a un certain nombre de scores qui ont été établis pour faire la part des choses entre les formes peu sévères ou les formes graves. C'est un peu comme pour les pancréatites. Là, dans ce travail qui a été publié en 2009, il s'agissait de 165 patients avec des colites pseudomembraneuses. 50 compliquées ont été comparées à 115 colites simples. Et les éléments indépendamment associés à la gravité, c'était les patients immunodéprimés, les patients qui avaient une hypoalbuminémie très profonde, ceux qui avaient une hyperleucocytose supérieure à 30 gigas, ceux qui avaient un épanchement pleural et puis ceux qui avaient un épaississement de la paroi colique. Vous verrez que de façon assez générale, que ce soit dans la colite à Clostri, dans la colite neutropénique, l'épaississement de la paroi est un signe associé à une forme grave. Il y a d'autres papiers qui ont regardé des scores de gravité et globalement, par exemple celui-ci, globalement, l'épaississement de la muqueuse, le caractère pancolique ou la dilatation étaient tous des signes associés à des formes plus graves. La antibiothérapie, moi quand j'étais interne, on traitait les colites à Clostridium avec du flagile en Péros. Il n'y a plus de place pour le flagile Péros en réanimation, en tout cas dans le cadre du traitement des colites à Clostridium. On considère que les colites à Clostridium qui surviennent en réanimation sont nécessairement des formes au moins de gravité intermédiaire. Et donc, le traitement, c'est de la vancomycine Péros et ou de la fidaxomicine. Dans les formes de type colite fulminante, c'est-à-dire c'est des colites qui sont en général de type pancolique avec défaillance d'organes, état de choc, insuffisance rénale, éventuellement syndrome du compartiment abdominal. En général, la vancopéros ne suffit pas. Le traitement antibiotique associe en général plusieurs choses. D'une part, l'augmentation des posologies de vanco, on passe de 125 x 4 à 500 mg péros x 4. On associe à la vanco péros à forte dose, on y associe du flagile, mais cette fois-ci par voie intraveineuse, de manière à avoir un traitement antibiotique à la fois par voie interne et par voie externe, c'est-à-dire une décontamination par voie endoluminale par la vanco, et on traite en plus l'infection via la diffusion de l'antibiotique dans la musculaire et dans la sous-muqueuse par la voie intraveineuse. Et chez des patients chez qui il existe un syndrome, un iléus important, on peut être amené à faire des lavements de vanco, 500 mg de vanco dans 500 filles, 4 fois par jour, par exemple. Bien entendu, à tout instant, on se pose la question de la colectomie, puisque la colectomie peut être une solution de sauvetage pour sauver des patients dans le cadre d'un état de choc sévère. Troisième cadre nosologique, c'est celui de la colite neutropénique, qui correspond finalement au premier cas clinique que l'on a vu. Cette colite neutropénique peut être bactérienne ou fongique. C'est vraiment essentiellement des complications qui sont décrites par nos confrères hématologues, notamment les leucémies aiguës et les lymphomes. La physiopathologie, en tout cas, le contexte est celui d'une aplasie fébrile et en général d'une aplasie prolongée. Une aplasie de 3-4 jours est très rarement associée à une colite neutropénique. C'est l'aplasie fébrile qui dure et c'est pour ça qu'on voit ça notamment chez les patients allogreffés avec des aplasies qui durent 15 jours, 3 semaines. C'est dans ce contexte d'aplasie prolongée que va survenir la colite neutropénique. Et enfin, c'est une prise en charge, vous allez le voir, qui est non spécifique, c'est-à-dire que dans la colite neutropénique, il faut oublier que le patient est aplasique et le prendre en charge de la même manière que les autres. Les critères diagnostiques de la colite neutropénique, c'est des critères assez simples. C'est une douleur abdominale fébrile dans un contexte de neutropénie profonde. En général, les patients ont moins de 100 gigas de blanc. Et il faut qu'il y ait la mise en évidence d'une colite. Alors la colite, c'est simple, c'est un épaississement de la paroi de plus de 4 mm que vous pouvez, si vous en faites un petit peu, que vous pouvez détecter en échographie, et sinon que vous allez identifier au scanner. Et dans la colite neutropénique ou typhlite, c'est son autre nom qui vient du grec, eh bien vous avez une atteinte, comme je vous l'ai dit, qui est essentiellement à droite. Il faudra, avant de retenir le diagnostic de colite neutropénique, il faudra avoir exclu les autres diagnostics, et notamment l'AGVH, dans des contextes d'allogreffe, les colites à Clostridium, et puis des colites virales, et notamment la colite ACMV. Les aspects échographiques, je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est des aspects d'épaississement.
En voici par exemple ici, ou un autre exemple de colite neutropénique qu'on voit ici, avec un épaississement. Là, vous avez la musculaire, la muqueuse sous-muqueuse qui est grise, et vous avez la lumière ici qui apparaît un peu hyperéchogène. Donc l'intérêt de l'écho est probablement déjà d'identifier le diagnostic positif de colite, et ensuite de pouvoir décider d'aller plus rapidement au scanner. Et dans le contexte, après avoir éliminé les autres diagnostics type colite nosocomiale à Clostridium, colite ACMV chez l'immunodéprimé, GVH, eh bien, vous allez pouvoir retenir ce diagnostic. L'épaisseur de la paroi a une valeur pronostique. Il y a ce papier, par exemple, chez 48 patients. C'était des colites neutropéniques chez des patients avec une leucémie aiguë. Et ils ont bien montré que selon l'épaisseur de la paroi colique, eh bien, on avait un pronostic très différent. Ceux qui avaient une paroi colique de moins de 10 mm, il y avait 4% de décès. Ceux qui avaient une atteinte de plus de 10 mm, 60%. Et dans ce travail, il montrait notamment qu'une diminution de l'épaisseur en cours de traitement était associée à un meilleur pronostic. Voilà. L'aspect scanner, c'est un aspect avec un épaississement de la paroi colique qui prédomine plutôt du côté droit, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Il y a un travail assez important qui a été publié récemment dans CCM, qui reprenait les colites neutropéniques dans le contexte spécifique de la réanimation. C'était une étude multicentrique rétrospective de Dussault. 134 patients dans CIREA avec des colites neutropéniques confirmées. Vous voyez que les contextes étiologiques, c'est vraiment l'hémato, c'est-à-dire dans 80% des cas, c'est leucémie aiguë ou lymphome, voire myélome, et beaucoup plus rarement, 10% des cas, des tumeurs solides. Les causes, enfin en tout cas les surinfections associées, c'était essentiellement des surinfections bactériennes, voire des infections fongiques isolées dans 7% des cas et des co-infections dans 5% des cas. Les facteurs de risque fongiques, c'était les facteurs de risque de trouver une cause, une surinfection fongique, c'était l'existence d'une atteinte du grêle, voire un VIH. Dans 32% des cas, il existait une évolution défavorable avec mortalité, un décès des patients. Le traitement, c'est un traitement qui doit être conservateur en premier lieu, avec une antibiothérapie intraveineuse à large spectre. Elle doit être active, comme je vous l'ai dit au départ, sur les entérobactéries, le pio, les anaérobies, l'entérocoque. C'est une antibiothérapie à large spectre, puisque c'est par définition une colite qui survient chez un patient hospitalisé, qui a déjà reçu éventuellement des lignes antibiotiques, qui est hospitalisé depuis un certain temps, puisqu'il a une neutropénie qui dure depuis plus d'une semaine. Le flagile-péros est à discuter. Le caspofongine, si on n'a pas d'amélioration, puisque quand même on l'a vu dans un certain nombre de cas, la colite est une colite fongique, voire bactérienne et fongique. Et la caspo doit être débutée. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas certain d'avoir un candidat glabrata, on peut avoir un crusei, un candidat albicans, on peut avoir pardon, un candidat glabrata, crusei ou autre qui serait résistant au triflucan. On laisse le patient à jeun et on peut discuter une nutrition parentérale. C'est une surveillance qui est médico-chirurgicale et la chirurgie doit être faite de façon normale si le patient perfore ou s'il existe une hémorragie incontrôlée. Et donc, il y a des recos qui ont été dictés par la SRLF, la SFAR, la Société française d'hémato, des recos qui datent de 2016. Ce sont les suivantes. La colite neutropénique est évoquée face à un abdomen aigu avec fièvre et neutropénie. Le scanner abdopelve avec injection fait le diagnostic. On évite la colo parce que c'est des colons qui sont très fragiles et qu'on a un risque important que la coloscopie avec l'insufflation, qu'elle s'associe à une perforation. Il y a probablement un intérêt pour faire de l'échographie, et notamment c'est fait de façon très très fréquente en pédiatrie, en pédiatrie hémato. Antibiothérapie à large spectre et Avichir, et on opère les abdomens aigus de la même manière que le patient soit en aplasie ou pas. Dernier cadre que je voulais vous décrire, c'est celui de la colite ACMV. Alors, bien entendu, la colite ACMV, c'est essentiellement des patients qui ont une immunodépression cellulaire, avec un déficit des lymphocytes T, contexte de corticothérapie au long cours, immunosuppresseurs divers et variés. Mais je voulais quand même vous dire qu'on décrit de plus en plus fréquemment des colites ACMV chez les patients immunocompétents, bien sûr dans le contexte des MICI, mais également dans d'autres contextes. Et donc, il faut savoir évoquer ce diagnostic. Le diagnostic est évoqué, alors, bien entendu du fait du contexte d'immunodépression, mais surtout par la mise en évidence du CMV dans le sang par PCR. Et idéalement, on combine la mise en évidence de PCR sanguine positive, on le combine avec des biopsies coliques
qui va permettre d'identifier la présence du CMV dans la muqueuse colique, avec typiquement des inclusions en œil de hibou. Voilà, dans ce travail, chez l'immunocompétent, une étude rétrospective chez quasiment 300 patients, les localisations de l'infection ACMV, les deux plus fréquentes, c'était avant tout la colite et le tube digestif, et l'encéphalite. Plus rarement, on avait des atteintes type hémato, hépatite, pneumopathie ou atteinte oculaire. Donc, vous voyez, la colite ACMV, c'est un classique, même chez le patient immunocompétent. Le diagnostic, on l'a vu, c'est la PCR ADN-CMV dans le sang, et puis dans les autres organes éventuellement qu'on veut explorer. C'est des ulcérations non spécifiques à la colo, et c'est des inclusions en œil de hibou, d'où le nom cytomégaloviral, cytomégalovirus. Le traitement, c'est du Simévan par voie intraveineuse, 5 mg kg x 2 par jour, à adapter à la fonction rénale, bien entendu. Dernier point, après avoir parlé de ces 4 contextes étiologiques, colite communautaire, colite nosocomiale à claustrie, colite neutropénique, colite ACMV, je conclurai sur la question de la gravité, et notamment de la gravité propre liée à l'atteinte colique. Les éléments du pronostic dans toutes ces colites, elles dépendent bien entendu, comme pour toutes les maladies, elles dépendent du terrain, elles dépendent de la profondeur des différents organes. Elles dépendent dans ce contexte des colites, elles dépendent également de l'existence et de l'importance de l'hyperleucocytose. Mais pour ces 4 contextes, eh bien, il y a 2 éléments qui sont spécifiquement liés à l'atteinte de la paroi. C'est l'importance de l'épaississement pariétal et deuxièmement, c'est l'existence d'une colectasie. C'est une autre manière de vous présenter ce que je viens de vous dire, c'est que dans les 4 contextes que l'on a vus, le diagnostic de gravité de l'atteinte intestinale propre se fait à la fois sur la colectasie et l'épaisseur de paroi. Je vais essayer de vous montrer ça. La colectasie, c'est quoi? C'est l'épaississement important du côlon de plus de 6 cm dans le côlon gauche, le côlon transverse, ou plus de 9 cm dans le côlon droit et le cécum. Eh bien, un travail, il me paraît intéressant, c'est celui-ci, c'est celui qui a étudié la colectasie chez 138 patients en distinguant ceux qui avaient un épaississement pariétal de la paroi colique ou l'absence d'épaississement pariétal. Vous voyez que dans ce travail, ils ont comparé ceux qui avaient moins de 4 mm ou plus de 4 mm de paroi. Je vous ai dit que les 4 mm de paroi, c'est ceux qui déterminent un épaississement de la muqueuse intestinale et qui permet de dire qu'il y a une colite ou une entérite, par exemple. Dans ce travail, de façon très intéressante, il montrait que ceux qui avaient plus de 4 mm de paroi, c'est ceux qui avaient en général un échec du traitement conservateur, un échec de la prostigmine ou de la coloscopie de décompression et qui nécessitaient beaucoup plus souvent un recours à la chirurgie. Le pronostic des colectasies, eh bien, de la même manière, est tout à fait différent. Quand on a une atteinte de moins de 4 mm, on a beaucoup moins de mortalité, on a une hospitalisation qui est plus courte. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que quelle que soit la cause, parmi ces 4 contextes, ces 4 mécanismes différents dont je vous ai parlé, quelle que soit la cause, un élément pronostique important, c'est de savoir d'une part si la paroi est très épaissie et d'autre part s'il existe une colectasie importante. Je conclus. Les diagnostics différentiels sont importants. On parle ici de colite infectieuse, mais il faudra avant tout avoir éliminé en premier lieu une colite ischémique, infectieux, immuno et toxique. La démarche diagnostique, elle se fait par étapes avec un examen clinique, bien entendu, d'écoproculture éventuellement si on est en communautaire ou du recherche de Clostridium si on est en contexte nosocomial, voire avec du CMV. L'échographie, je pense que c'est intéressant de s'y former et au moins de savoir rechercher des signes d'atteinte, d'épaississement, l'endoscopie et le scanner. 4 contextes étiologiques et vous pouvez assez facilement vous orienter en fonction du caractère communautaire nosocomial, immunocompétent ou immunodéprimé. Voilà, merci pour votre attention. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation très claire. Je pense que ça a posé le décor. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de questions là sur le chat. Je pense que c'est vraiment parce que ça va être très clair. Je regarde en même temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais peut-être commencer par une question. Donc, sur la colite à Clostridium, se pose beaucoup la question des médicaments onéreux et ceux non onéreux, et notamment la fidaxomicine, que les gens essaient toujours de positionner au-dessus. Je pense que je parle sous tout contrôle, mais on est d'accord que
La fidaxomicine ne fait pas mieux que la vancomycine. En revanche, elle fait mieux sur les rechutes, on est d'accord? C'est ça. Ouais. Nous, on l'utilise. Alors, on l'utilise quasiment jamais, pour ainsi dire, hein. Je pense que la vancopéros est très, très souvent efficace. Je n'ai pas du tout évoqué la question des transplantations fécales, mais on a des données maintenant très intéressantes sur la prévention drastique des rechutes avec la transplantation de selles, transplantation fécale qui permet de recoloniser avec des bactéries satisfaisantes l'intestin et de permettre la disparition de l'infection à Clostridium. Mais la Fidaxo, le Difficlir, on l'utilise, nous, on ne l'utilise jamais. Donc, deux points. La première chose, c'est que donc, la transplantation fécale dans le colite à Clostridium, c'est né donc, à Saint-Antoine, hein, donc dans l'hôpital où je travaille. Et effectivement, c'est un traitement de la prévention. Et moi, j'ai découvert récemment que ça pouvait être également un traitement curatif des formes résistantes. Là, on a une histoire récente d'une dame qui ne guérissait pas et qui a eu donc une transplantation fécale. Et bon, c'est compliqué, mais elle a guéri. Deuxième point, une question que je voulais te poser. Est-ce qu'on a des données solides pour cette dose de Vanco, c'est-à-dire passer de 250 à 500? Il y a des données qui supportent ça ou c'est empirique? En fait, c'est que du enfin, j'ai pas, je pense que ça n'est basé que sur des séries rétrospectives. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter la dose de charge endoluminale sur une forme pancolique sévère. Et c'est pour ça qu'on fait en général, on y associe du flagile en intraveineux pour vraiment augmenter la diffusion de l'antibiotique dans la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse. Mais il n'y a pas de données fortes pour dire qu'il faut passer de 125 à 500. Un piège quand même dans les formes graves de colite à Clostridium, c'est que les patients parfois n'ont pas de diarrhée, ils peuvent être sur une forme d'iléus sévère. Et dans ce contexte-là, l'administration de Vanco ne descend pas elle stagne dans l'estomac et le grêle et n'arrive pas jusqu'au côlon. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut être amené à utiliser des lavements. On met 500 de Vanco dans 500 de filles et on fait un lavement 4 fois par jour par voie rectale. Donc une question là, importante que je t'aurais posée, mais donc je pense que c'est vraiment une question importante. Quelqu'un te dit comment chez un allogreffé on arrive à distinguer GVH versus colite du neutropénique? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. En tout cas, ça dépend un peu du timing. La colite neutropénique, c'est vraiment dans les 15 jours qui suivent une aplasie profonde et prolongée. Mais en général, dans la colite neutropénique, on n'a pas d'atteinte, c'est une atteinte colique pure, on n'a pas d'atteinte cutanée et on n'a pas d'atteinte hépatique. La GVH aiguë, elle doit vraiment être évoquée face à une triade d'atteintes cutanées, digestives et hépatiques. Voilà. Si vous n'avez aucune atteinte digestive et que la bilirubine, il n'y a pas de cholestase, c'est plutôt pas très évocateur d'une GVH. Et après, si vous avez et puis la colite neutropénique, elle est en général à droite. Voilà. Si vous avez une atteinte cutanée, une atteinte hépatique, que vous avez une pancolite ou une rectocolite, à ce moment-là, en général, la GVH est confirmée par des biopsies coliques qui vont mettre en évidence des arguments pour une GVH. Je crois que c'est clair, c'est une association avec des manifestations extradigestives. Une autre question qu'on te pose, c'est quelle est la durée de l'antibiothérapie de la colite du neutropénique et y a-t-il des options pour la désescalade des antibiotiques? C'est toujours une question compliquée. Je dirais au moins une semaine. Au moins une semaine, peut-être plus longtemps chez des patients qui restent en aplasie prolongée, a fortiori s'ils ont la persistance de défaillance d'organes. Et la décroissance des antibiotiques, elle est très compliquée parce qu'on a rarement quand même, sauf si vous avez une microbiologie avec, par exemple, on a de la chance d'avoir je sais pas, un Escherichia coli multisensible. Là, éventuellement, on pourrait être amené à faire une décroissance et notamment réduire les pénèmes pour du claforant avec du flagile, par exemple. Mais si vous n'avez pas de microbiologie, c'est difficile, dans ce contexte nosocomial, de faire une décroissance. C'est comme pour passer du candidas au triflucan, il faudrait que vous puissiez identifier un candidat albicans. C'est vrai que la question de la désescalade, ça reste quand même très compliqué. Il y a quand même plusieurs sociétés savantes qui réfléchissent et qui émettent des recommandations. Par exemple, la Société française de réanimation a quand même du mal, alors on n'est pas dans le même cadre, mais c'est l'aplasie ou la neutropénie fébrile, a du mal à proposer une désescalade, en tout cas une désescalade qui ne couvre pas le PIO.
Ouais, Donc, on peut, par exemple, dans certaines recos, passer des PNM à Tazo. ouais, Et c'est vrai que c'est assez difficile. En tout cas, les recommandations n'ont pas appuyé à des escalades plus bas et ça reste un point A de discussion et puis d'études en cours, hein. bien sûr. Ça dépend du. Après, effectivement, la question du PIO, si on a la notion d'un portage rectal connu ou pas, tous les services ne font pas des prélèvements d'hygiène, de BMR systématiques. Donc, c'est vrai que si on a un patient qui, il y a 3 ans, a déjà fait une infection à PIO, je pense que c'est évident qu'il faudra maintenir un spectre actif dessus. Mais, Donc, finalement, ce que tu dis, c'est qu'on a quand même des formes un peu typiques qui permettent de façon non invasive de faire le diagnostic. Et ce que tu dis, c'est en dehors de la colite à Clostridium, qui reste un diagnostic quand même biologique, dans des formes compliquées, on peut quand même être amené à faire des biopsies, quoi. ouais, ouais, ouais. On peut être amené à faire des biopsies. Euh, enfin, dans les colites infectieuses communautaires, c'est assez fréquent qu'on puisse faire des endoscopies parce que pour confirmer la rectite, enfin la rectosigmoïdite ou la colite, ça peut éventuellement permettre aussi de poser un diagnostic différentiel chez l'adulte jeune avec une primo-poussée de RCH ou de Crohn. Et dans ce contexte-là, les biopsies elles sont nécessaires au diagnostic des MICI. Donc, chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, qui fait une première forme de colite, en général, on va aller à la colo pour faire des biopsies et faire la part des choses entre de l'infectieux et de l'immuno. Et puis après, bien sûr, je dirais que la colo, le seul contexte où on dit qu'il ne faut pas la faire, c'est la colite neutropénique, parce qu'elle est associée à une muqueuse vraiment fragile et un risque de perforation. Et on a vraiment envie d'éviter ça, en tout cas, enfin, on a envie d'éviter ça toujours, mais là en particulier chez ces patients fragiles. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir enchaîner. Donc, on